Vous connaissez ce moment où votre monde entier s'écroule alors que vous faites quelque chose d'aussi banal que la lessive? Eh bien, imaginez un peu la scène. J'étais là, Suzanne Perrin, jouant l'épouse parfaite un mercredi soir, triant les vêtements sales de mon mari comme la déesse du foyer dévouée que je pensais être, quand j'ai trouvé un reçu froissé qui a fait s'effondrer mon mariage plus vite qu'un château de cartes dans une tornade. Le bistrot italien Giovanni, 318,50 €, mardi à 19h30. Voici la belle ironie de la chose. J'ai découvert l'infidélité de mon mari alors que je nettoyais littéralement ses saletés. Le reçu était mis en boule dans son pantalon kaki comme une preuve jetée au rebut, ce qui décrivait parfaitement ce que Bruno avait apparemment fait de nos 8 années de mariage. 318,50 € pour un dîner dans le genre de restaurant où l'on prononce correctement « bruschetta » et où l'on vous facture le budget d'une semaine de courses pour ce privilège. Le même restaurant où Bruno m'avait dit un jour que les prix étaient absolument démentiels et que nous devrions nous en tenir aux endroits qui ne nécessitent pas de contracter un prêt à la consommation. Mais apparemment, la responsabilité financière passe par la fenêtre quand on essaie d'impressionner Jennifer, Jen, Morel du service comptabilité de son bureau. Laissez-moi me présenter correctement. Je suis Suzanne Perrin, 34 ans, coordinatrice marketing le jour et apparemment détective amateur par brutale nécessité. Je suis le genre de femme qui coordonne sa garde-robe par couleur, se souvient de l'anniversaire de tout le monde et utilise encore sa carte de fidélité parce que chaque euro économisé est un euro gagné, comme disait ma défunte grand-mère. J'ai des cheveux bruns dont je me dis qu'ils ont l'air, gorgés de soleil, alors qu'ils ont probablement juste besoin d'une intervention professionnelle. Et je mesure un M68 dans mes baskets préférées. Les mêmes baskets que je porte pour faire les courses pendant que mon mari dîne apparemment avec sa collègue à nos frais communs. Bruno Perrin oui, nous sommes ce couple avec des noms de famille assortis parce que j'ai fait tous les choix prévisibles possibles est un directeur des ventes automobiles avec l'assurance de quelqu'un qui a atteint son apogée au lycée mais n'a jamais reçu le diplôme du bac. Il a une calvitie naissante qu'il cache avec des produits capillaires de plus en plus chers, des polos qui livrent des batailles quotidiennes contre son tour de taille en expansion, et la conviction inébranlable que ses opinions sur la stratégie du football pourraient révolutionner la Ligue 1. Nous nous sommes rencontrés il y a 7 ans lors du barbecue d'un ami commun, à l'époque où je pensais que « disponible » et « compatible » étaient la même chose. Il connaissait la différence entre une entrecôte et un faux filet, riait à mes blagues sans vérifier son téléphone et ne m'a pas immédiatement ghosté après notre premier rendez-vous. La barre était apparemment enterrée si profondément sous terre qu'il fallait du matériel archéologique pour la trouver. Notre mariage était, parfait pour Pinterest, de la manière la plus agressivement médiocre qu'on puisse imaginer, thème de couleur beige, salle des fêtes prévisible, option de dîner volaille ou poisson, et un DJ dont l'idée de la diversité musicale était de jouer à la fois, célébration, et, les démons de minuit. Nous avons passé notre lune de miel à Punta Cana, où Bruno a passé 3 jours avec une intoxication alimentaire pendant que je lisais des romans d'amour au bord de la piscine en me demandant si c'était un commentaire divin sur notre avenir. Spoiler, l'univers a un excellent sens de l'anticipation. Pendant 8 ans, j'ai été l'étalon hors des épouses dévouées. J'ai ri à ses blagues recyclées, j'ai fait semblant de comprendre son obsession pour l'Olympique lyonnais, et je ne me suis jamais plainte quand il laissait de la vaisselle sale dans l'évier comme s'il menait des recherches scientifiques avancées sur les écosystèmes bactériens. J'organisais les réunions de famille, je me souvenais des noms de ses collègues mieux que son assistante, et je suis devenu fondamentalement une pom-pom girl unipersonnelle pour ses accomplissements médiocres. Pendant ce temps, je disparaissais lentement dans le papier peint beige de la vie conjugale de banlieue. Mes rêves ont diminué, mon monde a rétréci et mon identité s'est transformée de Suzanne Perrin, professionnelle du marketing avec des opinions, à la femme de Bruno, celle qui est organisée et qui gère tout ce qui est domestique. Mais revenons à ce reçu, froissé dans sa lessive du mercredi comme une confession écrite à l'encre de restaurant. 318,50 €. C'est la moitié de ce que je verse sur notre compte d'épargne commun chaque mois. Vous savez, le livret A où je dépose religieusement de l'argent pour notre future maison de rêve pendant que Bruno investissait apparemment dans le portefeuille romantique de quelqu'un d'autre. Je me tenais dans notre buanderie, tenant ce morceau de papier comme s'il risquait de s'enflammer spontanément, essayant de traiter ce que je voyais. Parce que Bruno Perrin, l'homme qui avait un jour marchandé avec un employé de Subway pour savoir si le supplément de cornichons justifiait un surcoût, venait de dépenser plus pour un seul dîner que ce que nous allouons généralement au loisir pour un mois entier. La date sur le reçu était mardi. Ce même mardi où Bruno est rentré à 22h15 en prétendant avoir mangé quelque chose sur le pouce après être resté tard pour l'inventaire. Mais voici le truc à propos de Giovanni, ils ne servent rien, sur le pouce,
et leur atmosphère n'inclut pas d'éclairage fluorescent ni de caisses enregistreuses qui vous demandent si vous voulez un menu XL. Au lieu de cela, Bruno était rentré ce soir-là en sentant une eau de Cologne chère superposée au parfum de quelqu'un d'autre, avec une haleine qui suggérait des accords mévins plutôt que la commodité d'un drive. Je l'avais même complimenté sur sa bonne humeur, pensant que le travail se passait bien. Il s'avère que le travail se passait très bien en effet, mais pas le genre qui impliquait de vendre des voitures. Alors que je me tenais là, entouré de linge sale et de preuves dévastatrices, des pièces du puzzle que j'avais volontairement ignorées pendant des mois se sont soudainement mises en place avec une clarté brutale. Les mises à jour mystérieuses de sa garde-robe. L'abonnement à la salle de sport qu'il n'utilisait jamais mais où il avait toujours besoin de passer après le travail. Le téléphone qui était passé d'un appareil de communication décontracté à un équipement gouvernemental classifié, toujours posé face contre table et à portée de main. Les débits de carte bleue que j'avais été trop confiante pour examiner. Le paiement chez le fleuriste qui n'a jamais abouti à des fleurs pour moi. Les reçus de café de quartier de Lyon que je n'avais jamais visités. L'intérêt soudain pour les dîners clients qui semblaient toujours avoir lieu quand j'avais mon club de lecture ou des obligations familiales. Jennifer Morel. Je l'avais rencontrée exactement une fois à la fête de Noël de l'entreprise de Bruno, où elle avait complimenté mes boucles d'oreilles et recommandé un podcast sur les crimes réels dont je n'avais jamais entendu parler. Elle était tout ce que je n'étais pas. Confiance en elle sans effort, naturellement drôle, et apparemment le type de femme qui inspire les hommes mariés à dépenser leur mensualité de crédit IMO en amuse-bouche. Le pire, c'est que je l'avais sincèrement apprécié lors de notre brève conversation. Nous avions parlé de documentaires sur les tueurs en série pendant que Bruno se mêlait aux autres collègues, et j'étais rentré chez moi en pensant à quel point il avait de la chance de travailler avec des gens aussi intéressants. Je ne savais pas que je créais des liens avec ma future remplaçante autour de notre intérêt commun pour les gens qui détruisent des vies pour leur satisfaction personnelle. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure intéressante. Au lieu de confronter Bruno immédiatement comme n'importe quelle personne rationnelle le ferait, au lieu de pleurer ou de crier ou d'exiger des explications, j'ai fait quelque chose de totalement inédit pour Suzanne Perrin, professionnelle de la complaisance et présidente à vie du club Discutons calmement. Je suis devenu stratégique. Debout dans cette buanderie, tenant la preuve de la trahison de mon mari tout en étant entouré de ses vêtements sales, j'ai réalisé quelque chose de libérateur. J'avais environ 22 heures avant la prochaine réunion d'inventaire de Bruno, qui, selon le schéma que je reconnaissais maintenant, serait demain, jeudi soir. 22 heures pour planifier quelque chose qui transformerait son dîner romantique en une expérience éducative sur les conséquences, la responsabilité financière et les dangers de sous-estimer les femmes organisées ayant accès au compte joint. Je n'allais pas seulement le surprendre en train de me tromper. J'allais orchestrer la soirée la plus mémorable de la vie de Bruno Perrin, avec embarras public, humiliation financière et conséquences sociales qui feraient ressembler son dîner du mardi soir à un souvenir agréable. Suzanne Perrin, paillasson perpétuel et évitant professionnellement les conflits, était sur le point de devenir Suzanne Perrin, directrice de la justice karmique et productrice exécutive du retour de bâton de son mari. Et la performance de demain soir allait être absolument spectaculaire. Avant de détailler mon chef-d'œuvre de justice conjugale, laissez-moi peindre le tableau complet de comment je suis devenu Madame Perrin complètement à accent grave l'Ouest. Parce que croyez-moi, les signes avant-coureurs n'étaient pas subtils. J'avais juste les capacités d'observation de quelqu'un qui avait été tellement manipulé que je commençais à penser que l'odeur de fumée signifiait que quelqu'un faisait des chamallows grillés. La transformation a commencé il y a environ 6 mois avec ce que j'appelle maintenant, la grande renaissance personnelle. Bruno est passé d'un homme qui considérait le déodorant comme facultatif le week-end à quelqu'un qui possédait plus de produits de toilette qu'un maquilleur professionnel. Il a commencé à utiliser de l'eau de Cologne qui coûtait plus cher que notre budget mensuel de service de streaming, a commencé à utiliser du fil dentaire pour la première fois depuis nos photos de fiançailles, et a développé d'une manière ou d'une autre des opinions tranchées sur la qualité du coton des draps qui n'impliquaient pas de se plaindre des étiquettes de prix. Quand j'ai loué son engagement soudain pour l'hygiène personnelle, il a prétendu qu'il essayait de projeter plus de professionnalisme au travail. Comme c'est merveilleusement ambitieux. Sauf que sa définition de professionnel signifiait apparemment être assez beau pour impressionner quelqu'un qui n'était pas légalement obligé de le trouver attirant. L'évolution de la garde-robe aurait dû déclencher toutes les alarmes que je ne savais pas posséder. Bruno est passé de l'achat exclusif dans les rayons de solde à la possession de chemises qui n'étaient pas froissées en permanence. Il a découvert le concept révolutionnaire de pantalon qui s'ajustait réellement à son corps, a appris à coordonner les ceintures avec les chaussures, et a acquis d'une manière ou d'une autre ce genre de confiance décontractée qui vient du fait de savoir que quelqu'un apprécie vos efforts.
Je me suis même vanté de sa métamorphose auprès de mes amis du club de lecture. Bruno prend tellement soin de lui ces derniers temps, leur disais-je autour de notre vin mensuel et de nos prétentions littéraires. C'est comme s'il avait redécouvert sa propre valeur. Ce qu'il avait réellement redécouvert, c'était sa capacité à attirer des femmes qui n'avaient pas passé 8 ans à le regarder laisser des chaussettes sales partout et à expliquer pourquoi l'Olympique lyonnais allait certainement gagner le championnat cette année. L'abonnement à la salle de sport était un autre drapeau rouge que j'ai manqué avec une inconscience de niveau olympique. Bruno, qui s'essoufflait autrefois en portant les courses sur un seul étage, a soudainement développé un engagement passionné pour la santé cardiovasculaire. Il disparaissait pour des séances d'entraînement à des heures particulières, oubliant constamment son sac de sport, et n'améliorant d'une manière ou d'une autre jamais son niveau de forme réel. Mais bon, je pensais, tant mieux pour lui de prioriser le bien-être. J'étais clairement juste paranoïaque à force de regarder trop de documentaires sur les conjoints menteurs. Pendant ce temps, je vivais mon meilleur fantasme de femme au foyer de banlieue avec le dévouement de quelqu'un qui passe une audition pour un blog lifestyle. Je préparais les repas tous les dimanches, le fameux batch cooking, je maintenais notre calendrier social avec une efficacité professionnelle, et j'ai même commencé ce jardin d'herbes aromatiques sur notre terrasse arrière parce que cuisiner avec du basilic frais semblait sophistiqué. Je faisais essentiellement du cosplay de déesse domestique pendant que mon mari auditionnait pour le rôle principal dans « Homme marié qui se comporte mal », édition Rhône-Alpes. L'évolution du comportement téléphonique a peut-être été mon échec le plus spectaculaire en matière de reconnaissance de forme. L'appareil de Bruno est passé d'un objet abandonné nonchalamment sur les comptoirs comme du courrier oublié à un appendice permanent nécessitant une surveillance constante. Soudain, il vivait face contre table à portée de main, accompagné de rires nerveux chaque fois que des notifications interrompaient nos conversations. Quand j'ai mentionné sa nouvelle protectivité envers son téléphone, il a expliqué qu'il s'entraînait à être plus présent dans notre relation. Comme c'est romantiquement conscient. Sauf que, présent, signifiait occuper physiquement le même espace tout en coordonnant mentalement son calendrier romantique extrascolaire. Les excuses créatives pour le dîner ont commencé vers le 3e mois de ce que je reconnais maintenant comme l'opération, remplacer Suzanne par quelqu'un de plus intéressant. Le vocabulaire de Bruno s'est élargi pour inclure des phrases comme « réunion client inattendue »,« session d'inventaire tardive » et « dîner d'équipe obligatoire ». Le tout livré avec la prouesse d'acteur d'un élève de théâtre de collège qui a oublié ses répliques. Il rentrait à la maison à des heures de plus en plus tardives, prétendant avoir attrapé quelque chose rapidement pour se nourrir, mais ne sentant d'une manière ou d'une autre jamais le fast-food. Au lieu de cela, il arrivait en portant la preuve aromatique de restaurants chers et de parfums inconnus, arborant l'expression satisfaite de quelqu'un qui avait apprécié un excellent vin et une compagnie encore meilleure. Mais ai-je remis en question ces incohérences évidentes? Bien sûr que non. J'étais trop occupé à être reconnaissante qu'il soit si engagé à faire avancer sa carrière. Pendant ce temps, la seule chose qui avançait était sa relation avec Jennifer Morel, financée par notre compte chèque joint. J'aurais dû reconnaître des problèmes catastrophiques lorsque Bruno a commencé à mener des opérations de surveillance sur sa propre femme. À quelle heure finit le club de lecture généralement? Prévois-tu toujours de rendre visite à ta sœur ce samedi? Quel est ton horaire habituel chez Carrefour? Il menait essentiellement des missions de reconnaissance pendant que je pensais qu'il montrait un intérêt renouvelé pour ma vie sociale. La partie la plus pathétique, je modifiais occasionnellement mes plans pour accommoder ce que je supposais être son désir de passer plus de temps ensemble. Quand il s'enquérait de mes activités de soirée, j'annulais ou abrégeais parfois des engagements sociaux parce que je pensais qu'il voulait passer du temps de qualité à se reconnecter. Il s'avère qu'il avait juste besoin de renseignements précis sur le moment où notre maison serait disponible pour tout ce que font les hommes mariés quand ils planifient des liaisons. Les mystérieux débits de carte bleue ont commencé à apparaître il y a 3 mois, mais je rationalisais chaque transaction comme un avocat de la défense pour mon propre mariage. Café dans un quartier inconnu? Peut-être explorait-il de nouvelles options de déjeuner. Restaurant dont je n'avais jamais entendu parler? Probablement du réseautage avec des collègues. Frais de fleuristes qui ont suscité l'excitation de surprises potentielles? Spoiler, ces fleurs n'étaient certainement pas destinées à notre table de cuisine. J'ai même posé des questions sur certains frais en utilisant ma voix la plus douce et la moins menaçante. Oh, cet endroit italien a l'air élégant. Nous devrions l'essayer ensemble un jour. Sa réponse? Peut-être éventuellement. Ce n'est pas vraiment ton genre d'endroit, cependant. Apparemment, mon genre était les chaînes de restaurants avec des menus enfants comme Buffalo Grill, tandis que les préférences de Jen nécessitaient de vraies réservations et du vin qui ne venait pas avec des bouchons à vis.
La belle ironie de toute cette situation, j'étais l'administratrice financière de la famille. J'équilibrais nos comptes, gérais nos objectifs d'épargne, configurais toutes nos alertes bancaires et servais essentiellement de comptable non rémunéré pour notre foyer, y compris, comme il s'est avéré, la tenue de registre détaillé du portefeuille d'investissement romantique de Bruno. Chaque notification de carte bleue était essentiellement une mise à jour en temps réel sur l'infidélité de mon mari, livrée directement sur mon téléphone grâce à ma propre efficacité organisationnelle. Je finançais ma propre humiliation tout en gardant une documentation méticuleuse de chaque transaction. Si la trahison était un modèle commercial, j'aurais été l'employé du mois pour mon dévouement à une tenue de livre financier précise. Pendant ce temps, Jennifer Morel vivait sa meilleure vie en tant que principale bénéficiaire de mes excellentes compétences en gestion financière. Chaque dîner romantique que je subventionnais tout en mangeant seul des plats surgelés. Chaque soirée coûteuse que je finançais tout en utilisant des bons de réduction au supermarché. Chaque frais d'hôtel que je finançais tout en organisant notre placard à linge. Elle profitait du style de vie que je budgétisais mais que je ne vivais jamais. Mercredi soir, après avoir découvert ce reçu, j'ai passé 4 heures à mener une analyse de nos dossiers financiers avec le dévouement d'un expert comptable pendant la saison des impôts. Le schéma était magnifique dans sa prévisibilité. Tous les mardis et jeudis pendant 8 semaines. Des frais mystérieux dans des établissements que je n'avais jamais visités dans des quartiers de Lyon que je n'avais jamais explorés. Pendant les heures où j'étais à la maison à gérer nos opérations domestiques pendant que Bruno gérait sa double vie. Le reçu de Giovanni de 318,50 € n'était pas un incident isolé. C'était le crescendo d'une symphonie financière de tromperie. Il y avait des douzaines de transactions de soutien, café haut de gamme, bar à vin, cet hôtel-boutique du Vieux Lyon qui facture plus par nuit que notre mensualité de crédit. Bruno avait essentiellement mené une campagne romantique complète en utilisant nos ressources partagées pendant que je restais à la maison à optimiser notre budget familial et à rechercher des stratégies d'achat en gros. Mais c'est là que Suzanne Perrin, membre à vie du club, il y a sûrement une explication raisonnable, a décidé de faire quelque chose de totalement inédit. Au lieu de le confronter immédiatement comme toute personne censée le ferait, au lieu d'exiger des explications ou de planifier une thérapie de couple, j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'ai décidé de faire preuve de créativité. Et demain soir, quand Bruno supposerait qu'il se rendait à un autre dîner romantique financé par la responsabilité financière de sa femme, il allait découvrir que parfois la meilleure éducation vient de l'expérience des conséquences en temps réel. Ce reçu froissé n'était pas seulement une preuve de sa trahison. C'était une feuille de route vers la soirée la plus instructive de la vie d'adulte de Bruno Perrin. Le jeudi matin est arrivé avec ce genre de clarté cristalline qui vient du fait de voir enfin sa vie en haute définition au lieu de travers le filtre flou de l'ignorance volontaire. Je me suis réveillé avec un plan si parfaitement orchestré qu'il aurait pu être composé par le département de la justice poétique de l'univers. La chose magnifique quand on est marié à quelqu'un de prévisiblement malhonnête, c'est que leurs habitudes deviennent aussi fiables que des horloges atomiques. Bruno est parti travailler à 7h30 avec son baiser standard sur le front et sa promesse familière, je serai probablement en retard ce soir. Grosse session d'inventaire avec le directeur régional. J'ai souri gentiment et lui ai souhaité une journée productive tout en programmant mentalement sa prochaine expérience éducative. La première phase nécessitait une reconnaissance déguisée en inquiétude d'épouse. Vers 10h, j'ai appelé le bureau de Bruno en utilisant ma voix joyeuse et solidaire de « vérification de mon mari travailleur » pour parler à Marie, son assistante. « Bonjour, Marie. C'est Suzanne. Je voulais surprendre Bruno avec son dîner préféré ce soir, mais je sais qu'il a mentionné qu'il travaillerait peut-être tard. Est-ce que cette réunion d'inventaire a vraiment lieu ? » Marie, bénisse son cœur insoupçonneux, a fourni plus de renseignements qu'elle ne le réalisait. « Oh oui, Madame Perrin. Monsieur Bruno a bloqué tout son calendrier de 18h à 22h pour ce soir. Il a spécifiquement demandé aucune interruption pour sa très importante consultation client. Parfait. Une fenêtre de 4 heures de gestion d'inventaire qui n'avait certainement pas lieu à proximité d'un inventaire réel. J'ai remercié Marie avec enthousiasme et j'ai passé le reste de la matinée à peaufiner mon chef-d'œuvre. La première étape cruciale nécessitait une performance digne d'une reconnaissance professionnelle. Vers l'heure du déjeuner, j'ai contacté ma banque en utilisant ma voix la plus désemparée. Bonjour, je dois faire opposition sur ma carte bancaire car je l'ai perdue. J'ai informé la représentante du service client dont le nom était apparemment Jessica et qui avait l'air de préférer être littéralement n'importe où ailleurs sur la planète. Quand avez-vous utilisé votre carte pour la dernière fois ?
madame, a demandé Jessica avec l'enthousiasme de quelqu'un récitant des scripts pour la millionième fois. Je ne suis honnêtement pas sûr, ai-je répondu, laissant juste la bonne quantité de panique colorer ma voix. Je suis allé faire du shopping hier et je pensais la voir, mais maintenant je ne la trouve nulle part. J'ai peur que quelqu'un l'ait prise ou peut-être qu'elle est tombée de mon sac à main. Jessica m'a guidé à travers le protocole standard de prévention de la fraude. J'annule immédiatement votre carte actuelle et j'expédierai un remplacement sous 2 jours ouvrables. Toute tentative de débit après ce moment sera automatiquement refusée et signalée comme activité potentiellement frauduleuse. Absolument magnifique. J'ai remercié Jessica abondamment et j'ai raccroché avec la satisfaction de quelqu'un qui vient d'armer une bombe à retardement très coûteuse réglée pour exploser précisément au bon moment. Mais l'opposition sur la carte bancaire n'était que la première partie de la performance de demain. Voyez-vous, j'avais investi 8 ans à être l'épouse de soutien parfaite. Celle qui mémorisait les dates d'anniversaire et les anniversaires des collègues. Celle qui comprenait l'emploi du temps de Bruno mieux que sa propre assistante personnelle. Aujourd'hui, toutes ces connaissances accumulées étaient sur le point de devenir stratégiquement militarisées. Ma conversation suivante était celle que j'évitais depuis des années, mais que j'anticipais soudainement avec une véritable excitation, appelée Marguerite Perrin, ma belle-mère. Marguerite représente ce que l'on décrit diplomatiquement comme une femme traditionnelle avec des convictions inébranlables sur le mariage, les valeurs familiales et le maintien d'apparences publiques respectables. C'est aussi le type de mère qui a élevé son fils avec des attentes cristallines sur la façon dont les hommes mariés devraient se conduire. Marguerite, c'est Suzanne, ai-je annoncé quand elle a répondu, employant mon ton de belle-fille le plus sérieux. Je dois discuter de quelque chose d'assez important concernant le comportement récent de Bruno. La conversation qui a suivi a été une classe de maître en guerre de l'information stratégique. Je n'ai pas commencé par des accusations. J'ai commencé par une véritable inquiétude. J'ai remarqué des changements troublants dans les habitudes de Bruno, et j'ai découvert des reçus qui sont extrêmement préoccupants. J'ai de fortes raisons de croire qu'il a une liaison. La réponse de Marguerite a dépassé mes plus hautes attentes. La femme qui avait investi 35 ans à élever Bruno pour qu'il soit un gentleman respectable n'était pas heureuse de découvrir que son investissement parental rapportait des rendements douteux. Ce garçon, a-t-elle déclaré avec le ton de quelqu'un personnellement offensé par les échecs moraux, a été élevé bien mieux que ce comportement ne le suggère. J'ai fourni des preuves soigneusement sélectionnées pour enflammer son indignation maternelle sans révéler ma stratégie complète, les débits suspects, les modifications mystérieuses de l'emploi du temps, l'obsession soudaine pour la toilette personnelle. Marguerite a absorbé chaque détail comme un procureur construisant un dossier en béton. Qu'avez-vous besoin de moi? A-t-elle demandé, ce qui était précisément ce que j'espérais entendre. J'ai besoin qu'il fasse face aux conséquences appropriées, ai-je déclaré simplement. Et j'ai besoin de l'assurance que sa famille ne lui permettra pas d'éviter la responsabilité de ses choix. Marguerite Perrin, ai-je découvert, maintenait des convictions plus fortes sur l'honneur de la famille que sur la loyauté familiale lorsque les deux concepts entraient en conflit. Considérez que c'est géré, a-t-elle répondu avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé des décennies à s'assurer que les actions produisaient des conséquences. Jeudi après-midi, j'ai fait un trajet stratégique jusqu'à la résidence de Jen. Oui, je connaissais son adresse parce que Bruno l'avait mentionné lors de l'une de ses plaintes sur les embouteillages du tunnel de Fourvière et je possède une excellente mémoire pour les détails qui s'avèrent plus tard utiles à des fins de justice. Je ne prévoyais pas de confrontation directe. Cette approche serait désordonnée et potentiellement juridiquement problématique. Au lieu de cela, j'avais quelque chose de bien plus élégant en tête. Jen résidait dans l'une de ces résidences modernes pour jeunes cadres proposant des panneaux d'affichage dans le hall, des groupes WhatsApp actifs et des résidents qui se nourrissaient probablement des drames de copropriété. J'ai investi un temps considérable à rédiger l'avis communautaire anonyme parfait. Attention aux résidents, veuillez noter que Jennifer Morel dans l'appartement 3B entretient actuellement une liaison avec un homme marié. Ils ont été observés ensemble dans plusieurs établissements locaux. J'ai pensé que la copropriété devrait comprendre quel type de personnes partagent nos parties communes. Un voisin inquiet qui valorise l'intégrité de la communauté. J'ai imprimé plusieurs copies à différents endroits au bureau de poste, à la bibliothèque municipale et dans une boutique de photocopie en utilisant différentes polices et types de papier pour créer plusieurs versions. Jeudi soir, le panneau d'affichage de Jen ressemblerait à une annonce municipale sur ses activités extrascolaires. Ma préparation finale a impliqué d'appeler un serrurier. Charles II,
serrurerie fiable de Lyon, était disponible jeudi après-midi et n'a pas posé de questions inconfortables quand j'ai expliqué que mon mari séparé devait se voir refuser l'accès pour des raisons de sécurité personnelle. Il a simplement hoché la tête professionnellement et a programmé le rendez-vous pour 15 h jeudi, bien avant la consultation client de Bruno, mais des heures après son départ pour le travail. Jeudi soir est arrivé avec le genre d'anticipation habituellement réservé aux finales de Coupe du Monde ou aux fantasmes de vengeance élaborés qui se matérialisent enfin. Bruno a quitté le travail en suivant sa routine standard, complètement inconscient que ce serait la performance finale de sa double vie. J'ai passé la journée dans une préparation calme comme un metteur en scène, m'assurant que chaque détail était parfait avant la première. À midi, j'ai posté les avis communautaires à la résidence de Jen. À 15 h, Charles a changé nos serrures avec une efficacité professionnelle. À 16 h, j'ai confirmé avec Marguerite qu'elle était disponible pour une conversation importante avec Bruno ce soir. À 17h30, j'étais chez moi dans mon pyjama le plus confortable, positionné sur notre canapé avec un excellent vin et mon téléphone, regardant l'horloge faire le compte à rebours de ce qui serait sans aucun doute la soirée la plus éducative de l'existence adulte de Bruno Perrin. À 18h15, j'ai reçu le SMS prévisible de Bruno, je vais à la grande réunion maintenant. On sera certainement en retard. Ne m'attends pas, à 18h30, j'ai appelé le service opposition de ma banque une dernière fois. Bonjour, j'ai signalé ma carte comme perdue hier et je voulais confirmer qu'elle a bien été bloquée car je remarque des tentatives d'activité suspectes. La représentante a confirmé que toute tentative d'utilisation serait immédiatement refusée et signalée comme potentiellement frauduleuse. Absolument parfait. À 19 h, je me suis installé confortablement avec mon vin et mon téléphone pour attendre le divertissement de la soirée. Quelque part à travers Lyon, Bruno et Jen passaient probablement en revue la sélection de vins de Giovanni, complètement inconscients que leur soirée romantique était sur le point de se transformer en une catastrophe financière et un désastre social qui ferait paraître la télé-réalité ennuyeuse en comparaison. Le premier appel est arrivé à exactement 19h43. Et ce n'était pas de Bruno. Le premier appel provenait d'un numéro inconnu, ce qui rendait le moment encore plus délicieux que je ne l'avais anticipé. C'était le directeur du restaurant Giovanni appelant pour m'informer qu'il y avait un problème de paiement à la table de mon mari, et qu'ils avaient besoin de parler au titulaire principal de la carte immédiatement. Oh mon Dieu, ai-je répondu de ma voix la plus sincèrement inquiète. De quel type de problème parlons-nous? Est-ce que tout va bien? Le directeur, qui ressemblait à quelqu'un qui avait déjà navigué dans des situations gênantes, mais ne voulait vraiment pas gérer cette crise particulière un jeudi soir, a expliqué que ma carte bancaire avait été refusée à plusieurs reprises et apparaissait comme bloquée en raison d'une activité frauduleuse suspectée. C'est tellement étrange, ai-je continué avec une confusion digne d'un César. J'ai effectivement signalé ma carte comme manquante hier parce que je ne pouvais la trouver nulle part dans mon sac à main. Êtes-vous absolument certain que c'est mon mari qui tente de l'utiliser? Pourriez-vous éventuellement décrire le monsieur à des fins de vérification? Le directeur a procédé à la description de Bruno jusqu'à sa calvitie naissante, sa tendance au geste dramatique de la main lorsqu'il raconte des histoires, et son habitude de surexpliquer les sélections de vins pour paraître sophistiqué. Cela ressemble définitivement à mon mari, ai-je confirmé. Mais je suis assez confuse parce que je suis actuellement à la maison. Est-il là avec une autre personne? Parce que s'il utilise une carte bloquée, je suis sincèrement inquiète que quelque chose de grave ne se passe. Il y a eu une pause prolongée remplie de bruit de fond de restaurant. Madame, votre mari dîne avec une compagne. Ils ont déjà commandé et consommé la majeure partie de leur repas. Une compagne? J'ai laissé précisément la bonne quantité de blessures s'insinuer dans ma voix. Je vois. Eh bien, comme je l'ai mentionné, la carte a été annulée hier pour des raisons de sécurité, donc tous les frais seraient automatiquement refusés. Je suis désolé que vous ayez à faire face à cette situation gênante, mais je ne peux pas autoriser le paiement d'un dîner dont j'ignorais l'existence. Je pouvais entendre une conversation étouffée en arrière-plan. La voix de Bruno escaladant vers la panique, le directeur tentant de maintenir un calme professionnel dans une situation de plus en plus non professionnelle. Et ce qui ressemblait à Jen demandant à plusieurs reprises, « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde nous regarde? Qu'est-ce qu'on doit faire? » Concernant la facture impayée. C'est en qui le directeur? C'est entièrement entre vous et les individus qui ont commandé le repas, ai-je répondu doucement. J'espère certainement qu'ils ont d'autres arrangements de paiement disponibles. Bonne chance pour résoudre cette situation. J'ai raccroché et j'ai immédiatement activé un minuteur sur mon téléphone.
J'ai estimé à exactement 3 minutes le temps avant que Bruno n'appelle avec son numéro. 2 minutes et 54 secondes plus tard, mon téléphone s'est illuminé avec « Petit Marie », un nom de contact que j'avais l'intention de mettre à jour depuis des mois et dont j'étais maintenant profondément reconnaissante d'avoir repoussé le changement. « Suzanne, qu'est-ce que tu as foutu ?» La voix de Bruno était de la pure panique, assaisonnée d'humiliation publique. Je pouvais entendre l'ambiance du restaurant en arrière-plan et Jen demandant frénétiquement « Qu'est-ce qui se passe ?» Les gens prennent des photos. « Oh, salut, chérie. » J'ai répondu avec l'éclat de quelqu'un sincèrement ravi d'avoir de ces nouvelles. Comment progresse cette réunion d'inventaire cruciale? On dirait que tu es dans un restaurant plutôt qu'en train d'examiner des rapports de stock. Suzanne, ce n'est pas drôle du tout. Notre carte a été refusée et le directeur t'a appelé directement. Tu leur as vraiment dit que j'étais ici avec une autre femme? Eh bien, l'es-tu? Ai-je demandé avec une curiosité innocente. Parce que j'ai signalé notre carte comme manquante hier après ne l'avoir trouvée nulle part. Coïncidence amusante, cependant. Je l'ai découverte ce matin dans mon sac à main juste à côté d'un reçu fascinant de Giovanni pour près de 360 € datant de mardi soir. Ce même mardi où tu as prétendu travailler tard sur l'inventaire. Le silence était absolument magnifique. Je pouvais pratiquement entendre le cerveau de Bruno court-circuiter alors qu'il tentait de calculer comment s'expliquer pour sortir de cette situation tout en étant debout dans un restaurant cher avec sa maîtresse et une carte refusée. « Écoute, je peux tout expliquer », a-t-il commencé, ce qui se traduit universellement par « je suis sur le point de construire des mensonges élaborés ». « Oh, je suis sûr que tu peux expliquer », l'ai-je interrompu joyeusement. « Mais d'abord, tu voudras peut-être résoudre la façon dont tu paies le dîner. Je comprends que Giovanni maintient des politiques strictes concernant les factures impayées, et je suis assez certaine que ta carte perso a atteint son plafond à cause de tous ces autres frais mystérieux que j'ai documentés. » C'est là que j'ai entendu Jen en arrière-plan, sa voix portant la mortification qui vient de la réalisation que votre soirée romantique est devenue du théâtre de boulevard. Bruno, les gens sont littéralement en train de photographier cette situation. C'est absolument humiliant. Ah, la douce symphonie des conséquences sociales entrant en collision avec la réalité financière. Rien de tel que d'avoir sa liaison interrompue par l'économie de base d'un restaurant et la documentation iPhone. Suzanne, s'il te plaît, a supplié Bruno, sa voix portant maintenant le ton désespéré de quelqu'un regardant sa double vie soigneusement construite imploser en temps réel. Appelle juste la banque et autorise ce seul débit. Nous pourrons discuter de tout quand je rentrerai à la maison ce soir. À ce propos, ai-je dit nonchalamment, faisant une pause pour siroter mon vin. Tu voudras peut-être organiser d'autres hébergements ce soir. J'ai fait changer nos serrures cet après-midi. Une autre pause. Celle-ci si prolongée que je me suis demandé si l'appel avait coupé. Tu as quoi? Changer les serrures? Tu sais, pour des raisons de sécurité, puisqu'apparemment je ne peux plus faire confiance à la personne qui possédait les clés pour prendre des décisions honnêtes sur l'endroit où elle vit réellement. Cela semblait être une précaution raisonnable. Le bruit de fond s'intensifiait de façon spectaculaire. Je pouvais entendre le directeur tenter une résolution diplomatique, d'autres convives prêtant manifestement attention au drame qui se déroulait, et Jen ayant ce qui ressemblait à une dépression nerveuse complète concernant sa réputation professionnelle et son statut dans la communauté. Suzanne, tu ne peux pas juste m'enfermer dehors de ma propre maison. En fait, je peux. Nos deux noms figurent sur l'acte de propriété, ce qui signifie que je possède une autorité égale pour changer les serrures que toi pour dépenser nos fonds communs en soirée romantique avec ta petite amie. Le serrurier a été très compréhensif quand j'ai expliqué que mon mari utilisait notre carte commune pour des dépenses romantiques non autorisées. C'est là que Bruno a commis l'erreur tactique critique de choisir la colère plutôt que les excuses. C'est absolument insensé. Tu es complètement irrationnel. Irrationnel? J'ai ri, et c'était véritablement thérapeutique de rire authentiquement pour la première fois depuis des mois. Bruno, tu as utilisé notre carte commune pour financer une relation avec une autre femme pendant que je reste à la maison à manger des dîners au micro-ondes et à équilibrer notre budget familial. Si quelqu'un se comporte de manière irrationnelle, c'est l'homme qui pensait que sa femme ne remarquerait jamais des dîners romantiques à 360 € dans une ville où notre folie habituelle est l'happy hour chez Buffalo Grill. Je pouvais entendre des chuchotements de plus en plus frénétiques entre Bruno et Jen. Ce qui ressemblait au directeur s'approchant à nouveau de leur table avec une réticence évidente et la voix de Bruno devenant progressivement plus désespérée. « Écoute,
Je vais trouver un moyen de payer d'une manière ou d'une autre et ensuite je rentre à la maison pour que nous puissions résoudre cela comme des adultes matures. Tu es absolument le bienvenu d'essayer, ai-je dit doucement. Mais Bruno, tu devrais probablement appeler ta mère. Elle s'attend à avoir de tes nouvelles ce soir. Quelque chose à propos des valeurs familiales et de l'embarras public. Elle a exprimé des opinions assez tranchées sur les hommes mariés qui ont apparemment oublié leur éducation. La ligne est devenue si silencieuse que je pouvais pratiquement entendre la tension artérielle de Bruno monter en flèche. Tu as appelé ma mère. J'ai parlé avec Marguerite hier. En fait, nous avons eu une conversation merveilleuse sur l'engagement dans le mariage et à quel point elle était déçue d'apprendre que son fils avait apparemment oublié tout ce qu'elle lui avait appris sur le fait d'être un être humain décent. Elle attend avec beaucoup d'impatience ton appel téléphonique. Oh, et Bruno, ai-je ajouté comme une délicieuse pensée après coup. Tu voudras peut-être vérifier la situation de logement de Jen aussi. Je crois comprendre que ses voisins sont devenus très observateurs quant aux normes de la copropriété et à l'intégrité personnelle. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et je me suis immédiatement versé un autre verre de vin généreux. La phase 1 était terminée, et les résultats dépassaient même mes attentes les plus optimistes. Mon téléphone a recommencé à sonner immédiatement, mais j'ai laissé aller vers la messagerie vocale. Puis encore, puis encore. Au 5e appel consécutif en 8 minutes, j'ai éteint l'appareil entièrement et j'ai décidé de profiter de la tranquillité paisible de ma maison nouvellement sécurisée. Vers 21h30, j'ai entendu les bruits prévisibles de quelqu'un testant des clés qui ne fonctionnaient plus, suivi par le cliquetis de plus en plus frustré de poignées de porte qui ne voulaient pas coopérer. Puis sont venus les coups, qui ont progressé vers des coups plus insistants, qui ont finalement évolué vers un martèlement complet, accompagné de Bruno appelant mon nom avec le genre de désespoir généralement réservé aux catastrophes naturelles. J'ai réactivé mon téléphone et composé un seul SMS, les frais d'hôtel s'accumulent rapidement quand on a dépensé notre argent en rendez-vous galant. Les coordonnées de ta mère sont dans ton téléphone si tu as besoin d'un endroit où rester. Ou peut-être que Jen a un canapé disponible, en supposant que ses voisins n'aient pas encore vu les annonces du hall d'entrée. Le martèlement a cessé immédiatement. 22 minutes plus tard, j'ai reçu un SMS de Marguerite, Bruno est ici. Nous avons une conversation approfondie sur les conséquences et la responsabilité. Merci de m'avoir informé sur quel type d'homme j'ai apparemment élevé. Parfait. Laissez-le expliquer à sa mère pourquoi il dormait dans sa chambre d'enfant à 35 ans. Pas à cause d'indiscrétion de jeunesse, mais parce qu'il avait systématiquement trahi la confiance de sa femme et vidé leur compte commun pour financer une liaison avec sa collègue. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis 8 mois, dans un lit qui semblait soudainement énorme et nettement moins décevant. La maison maintenait un calme paisible qui semblait thérapeutique plutôt que solitaire. Et pour la première fois depuis des années, je me suis endormi sans me demander quel mensonge je devrais faire semblant de croire le jour suivant. Mais la belle chose à propos des conséquences, c'est qu'elles ne se terminent pas avec un seul dîner humiliant. Elles ont tendance à se composer et à se multiplier comme les intérêts sur une dette qui continue de croître jusqu'à ce que quelqu'un prête enfin attention au solde. Et la semaine éducative de Bruno Perrin ne faisait que commencer. Le vendredi matin s'est levé avec le genre de clarté immaculée qui vient du fait d'habiter enfin la réalité au lieu d'un fantasme soigneusement entretenu. Je me suis réveillé avec 26 appels manqués, 62 SMS et la paix profonde qui accompagne le fait de ne plus prétendre que les mensonges de quelqu'un d'autre ont un sens rationnel. Les SMS étaient un chef-d'œuvre de panique croissante et de dignité décroissante. Ils ont commencé par les tentatives de limitation des dégâts de Bruno, nous devons discuter de cette situation rationnellement, ont progressé à travers un marchandage désespéré, je peux tout expliquer si tu me laisses juste entrer, ont escaladé vers la colère frustrée, tu n'avais absolument aucun droit de m'embarrasser publiquement comme ça, et ont finalement dégénéré en pur désespoir, je dors sur le canapé de ma mère et elle n'arrête pas de me faire la leçon sur l'honneur de la famille et la responsabilité personnelle. Mais le véritable divertissement est arrivé via des numéros inconnus. Des SMS de parfaits inconnus qui avaient apparemment été témoins ou avaient entendu parler de l'incident chez Giovanni grâce au réseau de médias sociaux remarquablement efficace de Lyon. Un message disait « Meuf, tu es absolument légendaire. Toute la ville discute de la situation de la carte bancaire. » Un autre déclarait « Mon ami travaille chez Giovanni et dit que le personnel de cuisine en rit encore pendant leur service. » Mon préféré venait de quelqu'un dont le voisin vivait dans la résidence de Jen, la stratégie du panneau d'affichage était du pur génie. Jen a fait ses valises et a déménagé dans la nuit. Tout l'immeuble bourdonne à propos de l'éthique professionnelle et des normes de la copropriété.
J'ai passé le vendredi matin à faire quelque chose de révolutionnaire, exactement ce que je voulais accomplir. J'ai systématiquement organisé notre chambre, mettant en boîte toutes les possessions de Bruno avec l'efficacité de quelqu'un qui se préparait mentalement à ce moment depuis des mois sans le réaliser. J'ai annulé notre abonnement comme un Netflix et créé un nouveau compte présentant exclusivement mes préférences. Plus de documentaires sportifs ou de films d'action que je n'avais jamais demandé à subir. J'ai même réorganisé nos meubles, repositionnant le canapé pour faire face à notre grande fenêtre au lieu de la télévision, parce que j'avais toujours préféré la lumière naturelle aux commentaires constants de Bruno sur le match qui passait à ce moment-là. La maison a commencé à ressembler à un espace où je vivais réellement plutôt qu'à un musée dédié à accommoder les préférences de confort de quelqu'un d'autre. Vers midi, Marguerite a appelé. « Suzanne, ma chérie, nous devons discuter des futurs arrangements de vie et du comportement de Bruno. » C'était la première fois en 8 ans qu'elle s'adressait à moi en disant « ma chérie » au lieu de « la femme de Bruno ». Bien sûr, ai-je répondu, m'installant dans mon fauteuil de lecture préféré avec du café frais dans ma tasse préférée. Comment votre conversation s'est-elle déroulée? Bruno a tout admis, a-t-elle déclaré avec le ton de quelqu'un qui avait passé des décennies à enseigner aux enfants les conséquences et était profondément déçu de découvrir que ces leçons n'avaient pas été absorbées de manière permanente. L'autre femme, les frais de restaurant, les mensonges systématiques sur le travail tardif, tout. J'ai fourni à Marguerite ma chronologie complète, les mois de changement de comportement suspect, les débits de cartes, le reçu que j'avais découvert, le schéma complet de tromperie qui se développait depuis 6 mois. Marguerite a écouté avec le genre d'attention concentrée qu'elle n'avait jamais accordé auparavant à mes histoires sur les accomplissements professionnels ou les événements familiaux. Ce garçon a été élevé pour être honnête et fidèle, a-t-elle dit finalement. Ce comportement ne représente pas celui que je lui ai appris à devenir. Non, ai-je convenu. Vous l'avez élevé excellemment. Cela représente ce qu'il a consciemment choisi de devenir malgré votre bonne éducation. Il y a eu une pause prolongée. Qu'avez-vous besoin de moi pour aller de l'avant avec succès? C'est là que j'ai réalisé que quelque chose de beau se produisait. Marguerite n'appelait pas pour défendre son fils ou demander que je pardonne son comportement. Elle appelait pour déterminer comment m'aider à gérer la situation avec dignité tout en s'assurant que Bruno faisait face aux conséquences appropriées de ses choix. J'ai besoin qu'il comprenne que ce mariage est complètement terminé, ai-je déclaré simplement. Et j'ai besoin d'entamer une procédure de divorce sans drame, tentative de manipulation ou ingérence familiale. Considérez que c'est géré, a répondu Marguerite avec l'autorité de quelqu'un qui avait passé 35 ans à s'assurer que les actions produisaient des conséquences. Bruno se comportera de manière appropriée tout au long de ce processus où il se retrouvera sans soutien familial pendant ces procédures. 2 jours plus tard, Bruno est arrivé avec sa mère et sa sœur pour récupérer ses affaires. Il ressemblait à quelqu'un qui avait passé un long week-end à se faire sermonner par toutes les femmes qui avaient jamais eu de l'autorité sur lui et comprenait enfin que le charme et la manipulation ne fonctionnent pas sur les gens qui avaient été témoins de ses caprices d'enfance. Suzanne, a-t-il commencé. Mais Marguerite l'a interrompu avec un regard qui aurait pu arrêter la circulation sur l'autoroute. Bruno va s'excuser sincèrement, a-t-elle annoncé fermement. Récupérez ses possessions et vous laisser en paix pour commencer votre nouvelle vie. Les excuses de Bruno représentaient tout ce que j'avais attendu, une classe de maître complète en non-excuses comportant des phrases comme « des erreurs ont été commises » et « si mes actions t'ont fait te sentir blessé », mais je n'avais plus besoin d'excuses de qualité. J'avais besoin qu'il soit parti de façon permanente, et Marguerite s'assurait que cela se produise efficacement. Tes affaires sont en boîte et prêtes près de l'entrée, les jeux informés, faisant signe vers la pile soignée que j'avais préparée. Les coordonnées de mon avocat sont avec ta mère. Alors qu'il chargeait les boîtes dans le véhicule de Marguerite, Bruno a tenté une dernière manipulation. Tu comprends que je t'aime, n'est-ce pas? Cette situation avec Jen, c'était insignifiant. Ça ne représentait rien d'important. Je comprends complètement, ai-je répondu avec une calme finalité, ne ressentant rien d'autre qu'un soulagement fatigué. C'est précisément le problème. J'étais importante, et tu m'as échangé contre quelque chose d'insignifiant. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton jugement et ton caractère. Il est parti sans un autre mot, et j'ai regardé depuis ma fenêtre avant alors que la voiture de Marguerite s'éloignait, emportant les restes physiques de ma vie précédente. Le divorce a été finalisé 6 mois plus tard. Les lois sur la communauté de biens française signifiaient que je recevais la moitié de tout, y compris la moitié de la dette de carte de crédit que Bruno avait accumulée pour financer sa relation avec Jen.
Le décompte final était presque poétique dans sa justice. Il avait dépensé près de 8200 € sur 6 mois en hôtel, restaurants, cadeaux et week-ends romantiques, le tout financé par nos comptes communs pendant que je restais à la maison à gérer notre budget familial et à rechercher des stratégies d'achat en gros. L'aspect le plus satisfaisant du règlement a été de conserver notre maison. Puisque j'avais effectué des paiements hypothécaires constants et que je pouvais démontrer une stabilité financière, le juge m'a accordé la propriété complète en échange de la prise en charge totale du crédit. Bruno a conservé sa dette et tous les souvenirs que ces dîners coûteux avaient créés. Jen, quant à elle, a découvert que sortir avec un homme récemment divorcé avec des obligations financières substantielles et une mère qui la méprisait activement n'était pas tout à fait l'aventure romantique qu'elle avait imaginée pendant leur liaison. Ils se sont séparés environ 2 mois après la finalisation du divorce quand Bruno ne pouvait plus se permettre de maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée pendant leur tournée des restaurants de Lyon. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à Paris pour un nouveau départ, ce qui est le code pour « échapper aux conséquences sociales de vos choix personnels ». Bruno a tenté de revenir sur la scène des rencontres, mais le mot s'était répandu à travers les cercles sociaux étonnamment interconnectés de Lyon. Apparemment, les femmes ne sont pas enthousiastes à l'idée de sortir avec des hommes qui sont notoires pour l'infidélité financière et l'humiliation publique au restaurant. Son profil de rencontre aurait probablement dû inclure « récemment divorcé pour cause de fraude à la carte bancaire et embarras communautaire ». Relations maternelles compliquées incluses sans frais supplémentaires. Quant à moi, je m'épanouis au-delà de mes attentes. 6 mois après le divorce, j'ai reçu une promotion au poste de directrice marketing. Apparemment, lorsque vous n'investissez pas toute votre énergie émotionnelle à gérer les mauvaises décisions de quelqu'un d'autre, vous avez beaucoup plus de bande passante pour la réussite professionnelle. Je me suis inscrite à des cours de poterie parce que j'avais toujours voulu apprendre mais n'avais jamais eu le temps quand j'étais occupée à jouer le rôle de l'épouse de soutien parfaite. Je suis même retournée chez Giovanni le jour du premier anniversaire de l'incident. Le directeur m'a reconnu immédiatement et a envoyé du champagne gratuit avec un mot, pour la soirée la plus mémorable de l'histoire de notre restaurant. Vous êtes la bienvenue à tout moment, et nous garantissons que tous les systèmes de paiement fonctionnent parfaitement. Ma maison semble complètement transformée maintenant. Les murs sont peints de couleurs qui me rendent sincèrement heureuse. Le réfrigérateur contient de la nourriture que j'ai réellement envie de consommer. Et il n'y a pas une seule chaîne de sport programmée dans mon abonnement box. Je me réveille chaque matin dans un espace qui reflète mes choix plutôt que des compromis avec les préférences de quelqu'un d'autre. Parfois, les gens demandent si je regrette la façon dont j'ai géré la situation, si je souhaite avoir tenté une thérapie ou offert à Bruno une autre opportunité. La réponse reste constante. La seule chose que je regrette est de ne pas avoir bloqué cette carte 6 mois plus tôt. Parce que 8 ans de mariage et une soirée parfaite de justice financière m'ont appris cette vérité essentielle, parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est d'arrêter d'essayer de sauver quelqu'un qui choisit activement de trahir votre confiance. Et parfois, le moyen le plus efficace d'enseigner à quelqu'un les conséquences est de lui permettre de vivre ces conséquences complètement. Même si elles arrivent au milieu d'un dîner coûteux avec leur petit ami. En fin de compte, je n'ai pas juste fait opposition sur une carte. J'ai résilié un abonnement à une vie qui effaçait lentement mon identité, une décision commune à la fois. Et contrairement à la relation de Bruno avec Jen, ma résiliation est venue avec absolument aucun regret et zéro intérêt pour les options de renouvellement. Il s'avère que la meilleure vengeance n'est pas simplement de bien vivre. C'est de vivre authentiquement avec un contrôle total sur vos propres décisions financières et sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit d'autre pour être heureuse. Et ça, mes amis, ça vaut plus que tous les dîners coûteux de Lyon réunis.